Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce qui sera probablement la dernière vidéo de lecture et découverte des règles de True Legends. On va reprendre pour attaquer la partie du déroulement du jeu lui-même avec toutes les phases, la façon dont tout cela va se goupiller. Si on se remémore ce que l'on a pu voir sur la seconde vidéo, il n'y a toujours pas de points de règle qui semblent problématiques en fait, hein, ou qui soient mal expliqués. Tout ça, ça a l'air bien. Jusqu'à présent, de mémoire, il y aurait 3 endroits de règles où il va falloir être un petit peu plus vigilant qu'ailleurs sur la façon d'appliquer tel ou tel point. Sinon, tout le reste, jusqu'à présent, c'est plutôt satisfaisant. Bon, ça, je reverrai quand je me créerai le mémo. Allez, on reprend avec le déroulement du jeu. Le jeu est partagé entre la lecture du livre des sagas au début de l'aventure et lors des interactions avec les points d'intérêt, et la résolution des différentes phases du jeu. Premier point, commencer une aventure en lisant son entrée d'introduction dans le livre des sagas. Suivez ces divers embranchements jusqu'à révéler un point d'intérêt et que vous ne receviez plus d'instructions. Oui, 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 non, il y a aucune ambiguïté. En deux, mettez le livre de côté et passez aux phases de jeu, donc sur le plateau. Suivez les phases de jeu jusqu'à ce qu'un héros ou groupe interagisse avec un point d'intérêt. Lisez l'entrée indiquée par le point d'intérêt et suivez ces divers embranchements jusqu'à révéler un point d'intérêt et ou que vous ne receviez plus d'instructions et qu'un point d'intérêt révélé soit déjà en jeu. Le jeu se poursuit de cette façon jusqu'à ce que les joueurs atteignent l'entrée finale après laquelle l'aventure prend fin. Yes, 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 yes. Alors, l'alternance entre point d'entrée, livre des sagas, ok, et puis après on passe aux phases de jeu. Là, quand ils font référence aux phases de jeu, ça va être selon les cartes que l'on va posséder sur le plateau histoire, justement, avec la colonne des phases. Par exemple, voyager ou faire un engagement. Et puis, sur la partie histoire, attention aux différents points de règle qui vont venir s'ajouter. On aura aussi l'exploration avec l'interaction vis-à-vis d'un point d'intérêt ou d'un lieu. Bon, l'alternance, ça va être assez simple, hein. Lecture du livre des sagas. Le livre des sagas, pour mémoire, il est ici, il est gros, il est en français, il y a plein de paragraphes, très bien chapitré. Alors, au début de la partie, choisissez une aventure ou quête annexe déverrouillée et commencez par lire son introduction. S'il s'agit de la première partie, débutez l'aventure par C1, livre des sagas, page 3. Il incombe au leader de lire le livre des sagas à haute voix. L'introduction indique toute mise en place supplémentaire, comme la région de départ des héros et le placement des ennemis sur le plateau. Elle révèle également un point d'intérêt et ou contient un choix, une condition à vérifier dans la colonne de droite ou un test qui mène à une entrée numérotée. Ouais, on va retrouver tout ça là-dedans. Si un point d'intérêt est révélé et que vous ne disposez plus d'aucune instruction, arrêtez la lecture du livre et passez aux phases de jeu. Si une condition, un test ou un choix vous est présenté, vérifiez la condition, effectuez le test ou faites le choix et lisez l'entrée numérotée correspondante qui, à son tour, peut vous présenter de nouveaux choix, tests et conditions ou révéler un point d'intérêt. Continuez à suivre le flux des entrées et suivez les instructions jusqu'à révéler un point d'intérêt ou qu'un pion intérêt a été révélé par une entrée précédente
et que le livre ne vous fournit plus d'instructions. Toute instruction donnée au joueur doit être suivie immédiatement si possible. Une fois que vous passez aux phases de jeu, vous ne revenez vers le livre des sagas et ne progressez dans l'aventure que lorsque vous interagissez avec un point d'intérêt lors de la phase exploration, ou si une carte histoire vous demande de le faire. Oui, et la carte exploration, c'est bien ça. Les héros situés dans une région dénuée d'ennemis peuvent interagir avec un point d'intérêt et ou un lieu se trouvant dans leur région, sinon sauter cette phase. Auquel cas, si on saute cette phase, on retourne à la phase numéro 1, donc la phase, ou plutôt la phase numéro 2, la phase de voyage. Et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dès que le livre des sagas nous stoppe, parce qu'on n'a plus de tests ou de choix à faire, on retourne sur la carte monde. Alors là, on a une introduction avec les instructions de mise en place, placer tous les héros telle région, révéler telle carte, placer les ennemis dans telle région et révéler un point d'intérêt. L'aventure C1 révèle le point d'intérêt A. Étant donné que le texte ne contient aucun renvoi à une entrée numérotée, choix, condition ou test, les joueurs arrêtent la lecture et passent aux phases de jeu. Si le texte avait contenu un renvoi à une entrée numérotée, les joueurs auraient lu cette entrée à la place. Les conditions. Les conditions vérifient la présence d'éléments ou de classes spécifiques si telle ou telle décision a été prise ou si un résultat donné a été obtenu. Elles commencent toujours par si, suivi de la condition à remplir. Elles peuvent mener à de nouvelles entrées, des instructions, des tests ou à des résultats de tests. Si la condition est remplie, suivez immédiatement ces instructions. Dans le cas contraire, ignorez-les. Donc on pourrait avoir, si au moins un héros décide de manger les fruits, allez voir tel paragraphe. Si le groupe détient le pion de quête numéro 1, allez voir tel paragraphe. Si le groupe comprend un rôdeur, il se passe un truc. Si le groupe comprend un malfrat, celui-ci peut effectuer un test d'intelligence en allant récupérer 3 runes d'eau pour berner les trolls. S'il est réussi, il se passe ça. S'il est raté, il se passe ça. Grand classique, mais alors ça fonctionne très très bien. On peut avoir des choix aussi. Les choix proposent divers embranchements menant généralement à une entrée numérotée. Ils commencent toujours par choisissez. Une fois que les héros ont choisi quel embranchement prendre parmi ceux proposés, ils doivent lire et appliquer les instructions relatives à leur décision. Choisissez parler au bûcheron ivre ou alors allez voir le nain solitaire. Ah ah. Et si j'allais parler au nain solitaire? Après, on a les déclenchements de points d'intérêt. Alors, par rapport au visuel, on voit que ça va faire référence à ce plateau. Les points d'intérêt sont des pions qui représentent des lieux que les héros vont visiter, des circonstances sur lesquelles ils doivent enquêter ou des ennemis qui doivent être vaincus afin d'avancer dans l'histoire. Chaque aventure peut contenir jusqu'à 12 points d'intérêt de A à L, qui peuvent être des points ordinaires ou liés à des ennemis. Alors, tout d'abord, les points d'intérêt ordinaires. Ils sont verts, ok, sur fond vert. Les autres, ça va être sur fond rouge. Et représentent des lieux à visiter ou dans lesquels enquêter. Ils peuvent être placés n'importe où sur le plateau du monde. Lorsque le livre des sagas demande aux joueurs de révéler un point d'intérêt ordinaire, révélez la fenêtre correspondante du plateau des points d'intérêt en ouvrant le volet. Lisez sa description à haute voix. Prenez ensuite le pion point d'intérêt correspondant et placez-le dans la région indiquée. C'est-à-dire que si je lis le point d'intérêt A, on va révéler ce qui se cache derrière ça. On associe le A, le pion A
sur le plateau, par exemple, se rendre à la cité de Vod, en Sylvanie pour y faire quelque chose, pour aller tuer le marchand qui nous a escroqués. C'est pas gentil. Ok. Alors, prenez ensuite le pion point d'intérêt correspondant, on le place dans la région indiquée, c'est bon. Lors de la phase exploration, un héros ou un groupe peut interagir avec le point d'intérêt et lire l'entrée indiquée dans ses instructions. Les pions points d'intérêt ordinaires ne sont défaussés que lorsque le livre des sagas demande de le faire. Ça sera intéressant de bien se le remémorer sur le mémo, justement. Les points d'intérêt ordinaires ne sont défaussés que lorsque le livre des sagas demande de le faire. Dac. Et puis après, on a les points d'intérêt qui vont être liés aux ennemis. Ils sont donc en rouge, ils représentent des ennemis qui doivent être vaincus afin de progresser dans l'histoire. Ils sont toujours placés dans la même région que le héros ou groupe qui lit le livre des sagas. Quand le livre demande au héros de révéler un point d'intérêt lié à un ennemi, il indique également le type et le nombre à placer dans la région. Révéler la fenêtre correspondante du plateau en ouvrant le volet, on lit la description. On prend le pion point d'intérêt correspondant ainsi que les ennemis indiqués, on place tout le monde. Défausser le pion point d'intérêt dès que les héros interagissent avec lui. Ok, donc ordinaire, uniquement le livre des sagas qui nous demande de l'enlever. Par contre, dès qu'on a interagi avec un point d'intérêt ennemi, on le vire. C'est la différence. Les caractéristiques des ennemis ordinaires liés à un point d'intérêt sont celles de leur carte. Les ennemis élites et PNJ sont toujours liés à un point d'intérêt et possèdent des caractéristiques particulières. Alors, la localisation. Non, pardon, ça c'est le point d'intérêt, le nom de la région. Alors, le nom plutôt du point d'intérêt et la région dans laquelle il se trouve, la description et les instructions. Les morts vivants putrides et corrompus vous barrent le passage de la mine. Vainquez et interagissez pour lire l'entrée X. Quand on tombe sur un élite, on a le symbole, faut penser à les marquer. Après, ça fonctionne de la même façon, si ce n'est que là, contrairement à aller débloquer une carte histoire, on va avoir directement ces caractéristiques sur le plateau point d'intérêt. Vainquez et interagissez pour telle entrée. Et là, ce serait un pion ennemi. Ah oui, alors pion ennemi, ça peut être, voilà, par exemple, araignée géante. On n'a pas de figurine d'araignée géante dans la boîte. Donc, on va mettre sur la carte monde simplement un pion ennemi classique. Important, un héros ou groupe ne peut interagir avec un point d'intérêt et lire l'entrée indiquée que si la région ne contient aucun ennemi. Cela signifie que les ennemis liés à un point d'intérêt doivent d'abord être vaincus avant de pouvoir interagir avec le point d'intérêt. Ouais, ok. Alors, c'est là où... Non, c'est pas là où. Parce que dans Voyage en Terre du Milieu, ce qui faisait un petit peu bizarre quand on était sur les différentes tuiles, et une tuile, là, pour faire le parallèle, dans Voyage en Terre du Milieu, représentait une région dans Trou de Vangue, c'est que on s'imagine que c'est tellement vaste, puisqu'on n'est pas sur un focus à l'échelle des figurines, que on n'était pas toujours forcé d'être confronté sur la tuile aux ennemis concernés. C'était surtout vrai sur les tirs. D'une région à l'autre, d'une tuile à l'autre, on peut tirer alors que ça paraît tellement loin. C'est là où c'est plus ou moins cohérent. Alors, je n'ai pas encore lu, puisqu'on n'y est pas, hein, sur la règle des combats. On sait qu'on a des gobelins qui sont armés d'arcs. Et
J'espère, là c'est un espoir qu'il n'y a pas une règle qui dit que l'on peut tirer sur un ennemi d'une région à une autre. Ça, c'est un petit peu, ce serait un petit peu idiot. Mais bon, je ne pense pas qu'il l'ait raisonné comme ça, parce que peut-être qu'ils se sont inspirés de Voyage en Terre du Milieu pour aller modifier ensuite les règles. Enfin bref, toujours est-il que ce que l'on a lu, si pour X raison, on doit interagir avec ce point d'intérêt A et qu'il y a deux ennemis dans la région. Et là où c'est malin, c'est que dans le descriptif de l'un des points d'intérêt, on voit bloque le passage de la mine. Bah oui, dans la région, ça pourrait très bien être une mine. Et puis on doit se confronter d'abord à ceux qui la gardent. Tant que c'est bien expliqué comme ça, que c'est cohérent, moi ça me convient tout à fait. Une fois que les ennemis sont vaincus, patatras, on peut interagir avec notre fameux point d'intérêt. Ce qui est très sympa, c'est que on a une carte monde. D'une aventure à l'autre, on peut très bien revenir 15 fois dans la même région de Dranvelt. On pourrait même vivre une aventure uniquement dans la région de Dranvelt. Et puis, au fur et à mesure que l'on progresse, eh bien, dans la même région, on va aller chercher plusieurs points d'intérêt différents. Un coup, on est là. Il y en a un autre qui va explorer ici. C'est pas déconnant. Ouais, ça me plaît. Tiens, bah restez là, vous. Gardez cette région. Ok. Ça a l'air vraiment très très narratif. Et ça me plaît. Phase de jeu. Maintenant, on attaque les phases de jeu. Alors, Trudvang Legends se déroule en une succession de rounds. Chaque round est divisé en plusieurs phases définies par les cartes de la zone des phases du plateau d'aventure et qui doivent être résolues dans l'ordre du haut vers le bas. Toute éventuelle pochette vide de la zone des phases est ignorée. Alors, c'est le cas quand on a fait la mise en place pour la toute première aventure, là, en fait, ici, on n'a rien. Donc, cette phase-là ignorée, on démarrera avec la phase de voyage. Ce jeton est bien pour ne pas perdre le fil, peut-être surtout en solo. Alors, la phase en cours est indiquée par le marqueur phase, justement. Une fois que tous les héros ont résolu la phase en cours, on déplace le marqueur sous la pochette suivante. Les joueurs peuvent choisir librement l'ordre dans lequel chaque héros ou groupe effectue chacune des phases. Ça, c'est parfait. Ils sont encouragés à discuter des possibilités et à décider collectivement de la façon de procéder. En cas de conflit entre les joueurs, celui qui détient le pion leader, qui est celui-là, prend la décision finale. Le jeu commence avec 3 phases, voyage, engagement, exploration, qui doivent être résolues dans l'ordre. Voyage, engagement, exploration, ouais. Au fur et à mesure du jeu, de nouvelles phases seront révélées ou viendront remplacer les phases existantes. Une phase doit être entièrement résolue avant que les joueurs ne passent à la suivante. Qu'est-ce que l'on peut faire pendant la phase de voyage? Chaque héros situé dans une région dénuée d'ennemis liés à un point d'intérêt peut se déplacer dans une région adjacente. Dénué d'ennemis liés à un point d'intérêt peut se déplacer dans une région adjacente. Ok. Ou bien un héros perd 1 de santé par ennemi présent. Alors c'est pas ou bien, c'est plutôt la conséquence. Un héros perd 1 point de santé par ennemi présent dans la zone qu'il quitte. Il est nécessaire d'être à bord d'un navire pour franchir les frontières maritimes. Peut se déplacer dans une région adjacente. D'accord. Ce qui veut dire que si on est comme ça, on a un point d'intérêt juste en dessous, là, dans la région de Har. On est comme ça, c'est la phase de voyage. Pélarion veut quitter la région pour se rendre dans une région
où il y a un point d'intérêt dénué d'ennemis. Il quitte une région où il y a un ennemi avec lui. Il doit donc perdre un point de santé par ennemi présent dans la zone. Donc là, il perd un point de santé, ça ne l'empêche pas de se déplacer. Avoir après la règle qui nous permet de regagner de la santé. Mais mécaniquement, ça peut être intéressant quand même d'aller sacrifier quelques points de vie. Surtout que pendant la même phase de voyage, Volgre pourrait très bien dire, moi je reste ici et je vais engager cet ennemi-là. Ok. La phase de voyage, justement. Chaque héros peut voyager vers une région adjacente. Si la région de départ contient des ennemis qui ne sont pas liés à un point d'intérêt, le héros perd un point de vie par ennemi avant de quitter la région. Pour franchir une frontière maritime bleue, les héros doivent être à bord d'un navire. Les héros situés dans une région contenant des ennemis liés à un point d'intérêt ne peuvent pas voyager. D'accord. Si on est comme ça, puisqu'il y a un point d'intérêt, on ne quitte pas les lieux. Les navires, certaines aventures, quêtes annexes ou d'autres effets de carte histoire vont permettre aux héros de découvrir des navires ou de les recevoir en tant que récompense. Ah, c'est cool ça. Ils sont représentés par une figurine. Pour monter à bord, les héros doivent se trouver dans la même région. L'embarquement se fait ensuite automatiquement lorsque les héros franchissent des frontières maritimes. Tous les héros à bord sont considérés comme un groupe et voyagent de concert avec le navire. Les héros débarquent automatiquement lorsqu'ils se retrouvent sur la terre ferme. Sauf indication contraire, un navire est perdu à la fin de l'aventure ou quête annexe. Ah d'accord, donc c'est une récompense temporaire. Après, on a la phase d'engagement. Les héros doivent, c'est pas peuvent, c'est doivent engager le combat contre les ennemis qui occupent leur région. Alors, sauf si, pendant la phase de voyage, on a sacrifié des points pour partir. Lorsqu'ils engagent un combat, les héros doivent affronter tous les ennemis présents, même s'ils sont de type différent. Sur la terre ferme, pour chaque région abritant au moins un héros et ne contenant aucun ennemi, piochez et résolvez une carte événement. On ne pioche pas et on ne résout pas de carte événement si les héros sont à bord d'un navire. Les héros ne peuvent résoudre que les événements situés dans la région qu'ils occupent. Alors, là on a un ou. Les héros combattent les ennemis et activent les personnalités qui se trouvent dans la région ou piocher et résolver une carte événement. Donc ce sera forcément l'un ou l'autre. Exemple, au cours de la phase de voyage, Volgre part de Filge pour se rendre à Maniord. Lidana décide d'embarquer sur le navire situé en Sylvanie pour se rendre sur la mer lugubre. Sa région étant occupée par un drogre et un jeton menace face, deux points d'exclamation visibles, elle perd 3 points de vie. Ah bah oui, 2 et 1, 3. Pour quitter sa région. Bria, elle aussi en Sylvanie, voyage vers Filge et perd également 3 de santé. Maeling, située dans une région contenant un ennemi lié à un point d'intérêt, ne peut pas voyager. La phase de voyage étant entièrement été résolue, on passe à la phase suivante, l'engagement. Bon, ça va, sur les règles de déplacement, il y a 4 points sur lesquels être vigilant. Entre le fait d'avoir un point d'intérêt ou pas, perdre des points de vie ou pas, le nombre de points de vie en fonction des figurines et des jetons menaces qui sont présents aussi. Soft. Là, on a un deuxième exemple. Lors de la phase engagement, Maeling se trouvant dans une région qui contient un ennemi générique, doit le combattre. Les régions occupées par Volgre et Bria ne contenant pas d'ennemis, les deux héros doivent chacun piocher une carte événement. Aucun ennemi n'est situé dans la région de Lidana, mais celle-ci étant à bord d'un navire, elle ne pioche et ni ne résout d'événements.
Les héros se concertent et décident que ce sera le combat de Maeling qui sera résolu en premier. Donc, les cartes événements, quand on n'est pas en combat, on va quand même en piocher pas mal. Et ça me ramène à la réflexion de dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça risque de tourner en rond rapidement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Seulement 14 événements. Alors je me trompe peut-être, mais ça me paraît vraiment peu. Oh, maintenant, les combats. Les combats ont lieu pendant la phase d'engagement. Lorsqu'un héros se trouve dans une région occupée par des ennemis, un combat est divisé en 2 étapes qui sont résolues dans l'ordre. D'abord, on fait la planification et ensuite la résolution. Alors, pour l'instant, on va enlever le plateau. Je ne sais toujours pas quoi en faire de ce plateau pour que ce soit pratique. Lors de l'étape de planification, les joueurs piochent des cartes prouesses. Ah! Elles sont là, nos cartes prouesses. Et attribuent des runes dans leur emplacement. Tous les joueurs impliqués dans un combat doivent simultanément décider d'activer ou non leur éventuel objet ou compagnon, si on a un compagnon ici. Doté d'effets immédiats, indiqués par le mot-clé immédiat. Ah oui, il ne faut pas confondre immédiat et rapide. On pioche, ah d'accord, on pioche 4 cartes de leur paquet prouesse et on les place sous le tableau de bord des personnages. Oh la vache. Donc, je comprends que certains d'entre vous aient joué à Trou de Vang avec seulement 2 héros. Déjà, la notion de place est super impactante, hein. Ça veut dire que cette planche-là va pas être suffisante. Ah ça, c'est pas cool. Parce que 1, 2, 3, 4, on pioche 4 cartes. Et ouais, puis il faut que les cartes soient à plat pour aller loger les runes. Sachant qu'on a des cartes, alors là c'est les cartes compagnons et certaines cartes aussi que l'on est allé chercher pour un combat. Tiens, dégage-toi. Ce qu'on va faire, on va dire dégage-toi. Ah, c'est toujours problématique ça quand on a un jeu qui prend beaucoup de place auquel on veut jouer en solo et en même temps filmer. Bon, on serait comme ça. Ouais. Ensuite, si le paquet ne contient plus suffisamment de cartes, on remélange la défausse pour en créer un nouveau. On va piocher 3 runes dans le sac runique et on les attribue à des emplacements runiques. Chaque rune qui est piochée doit être attribuée à un emplacement correspondant sur l'une des cartes prouesses révélées. Là, j'aurai pas le choix. Je ne peux pas faire la balade des braves. Je ne peux pas activer mon truc de barde avec une rune. J'ai pas de compagnon. L'hymne divin. Je pourrais venir la placer là, la première. Ensuite, ah, encore une, elle ne me sert pas. Et puis on va aller chercher la troisième qui est l'obscurité. Alors certaines, on l'a vu dans la deuxième vidéo hein, d'apprentissage. Certaines vont aller se loger quelque part par là, hein. Ça, ce sera à revoir. Si un joueur ne possède aucun emplacement libre ou s'il pioche une rune d'obscurité, le pion rune doit être placé dans la première case disponible de la piste d'échecs. Donc, la rune de nature, je n'ai pas pu la placer et l'obscurité vient là. Donc, premier emplacement libre en partant de la gauche, ouais. Une fois piochées, les runes ne peuvent être remises dans le paquet, enfin dans le sachet plutôt, que si les joueurs décident d'épuiser la carte héros. Ah oui!
quand on est comme ça, on démarre l'aventure. Si je décide d'épuiser Félérion, ça me permet de remettre les dernières runes piochées dans le sac. Alors, les dernières, ça veut dire que c'est l'intégralité de ces trois-là, ou je pourrais choisir les dernières. À voir. Une fois les trois runes attribuées, soit à une prouesse, soit à un emplacement de la piste d'échecs, le joueur peut décider de continuer en repiochant trois nouvelles runes ou de s'arrêter. Ah d'accord. Toute prouesse dotée du mot-clé immédiat est utilisée dès que tous ces emplacements runiques ont été remplis. Ah oui, parce que sinon on appliquera les effets à la phase de résolution. Pour l'instant, c'est la planification. Bon, bah moi ça me va pas ça, il me faut plus. Tiens, ça dans ta gueule, Félérion. Ça encore? Mais tu m'emmerdes. Alors là, je crois qu'il se passe rien tant qu'on n'a pas atteint cette dernière piste, ce dernier emplacement. Ah bah voilà, l'hymne divin. Au choix, un héros gagne un avantage d'attaque ou un avantage de défense. Mais comme il n'y a pas le mot-clé immédiat, pour l'instant, on s'arrête là. Bah, j'ai envie de dire, je m'arrête là. Les joueurs continuent à piocher des runes 3 par 3 et à les attribuer à leur prouesse ou piste d'échecs, ou que les 5 emplacements de la piste d'échecs soient remplis. Une fois que tous les joueurs impliqués dans le combat ont soit décidé d'arrêter, soit rempli la piste, on passe à l'étape de résolution. Remarque, si la piste d'échecs est pleine et que les runes piochées ne peuvent pas être attribuées à des prouesses, remettez les runes restantes dans le sac et arrêtez de piocher. Alors notre petit gars Maeling là, il combat un ennemi générique et un jeton menace avec 2 points d'exclamation, lié au point d'intérêt D représentant la garde de la cité. Il pioche 4 prouesses de son paquet, pistage, esquive, concentration, tir éclair. Il pioche ensuite 3 runes dans son sac. Pour le moment, le sac runique de Maeling est composé de ses runes de départ, auxquelles s'ajoute un jeton obscurité supplémentaire issu de son titre. Il pioche une eau, une nature et une obscurité. Obscurité ne peut pas être attribuée à une carte prouesse, elle est placée sur le premier emplacement piste d'échecs. Les 2 runes restantes correspondent à sa prouesse concentration, on les met sur la carte, ok. Il choisit de continuer l'étape de planification avec 3 nouvelles pioches, une feu, une R et encore obscurité. Obscurité est placée sur le deuxième emplacement piste d'échecs. Ça lui permet de séparer les 2 autres runes sur tir éclair et esquive, ok. De plus, il a désormais plus de chances de piocher une nature qu'une eau ou qu'une autre feu. Parce que dans le profil de départ de Maeling, en fait, il a 4 natures que 2 feux et 2 eaux de nature. Et ouais. Bon, bah c'est simple, hein. Planification. On commence par 3. J'arrête ou je continue. Si ça me plaît vraiment pas, je peux m'épuiser, mais attention, parce qu'une fois qu'on est épuisé, on doit appliquer ça là. Si on remplit notre piste d'échecs, on doit défausser un jeton bonus. C'est une règle à relire, mais on l'a déjà vu passer. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Maeling décide de continuer. Ah la vache. Ah, il y a des compagnons sympas. Donc il continue, Maeling. Il attribue nature à tir éclair. Donc il l'a complété, qui est désormais actif. La rune obscurité va dans le 3e emplacement piste d'échecs. Le vent est placé dans le
quatrième, puisqu'il n'a aucune carte sur lesquelles aller le mettre. Ouais. Si Mailing décide d'arrêter, il ne bénéficiera pas des avantages de ses statuts positifs, mais ne déclenchera pas non plus les statuts négatifs. Il choisit néanmoins de continuer espérant activer sa prouesse esquive, de façon à réduire la perte de santé à cause de l'attaque 3 des ennemis. Alors l'attaque 3 des ennemis, on le voit là. Les gardes de la cité ont 3 en attaque. Donc il continue Mailing, il pioche 2 natures, un feu, le feu à pistage et une nature à esquive. Il ne peut attribuer la deuxième nature à aucune de ses prouesses. Elle passe donc dans le 5e emplacement, Mailing étant le seul héros impliqué dans le combat. L'étape planification est terminée et on passe à la suivante, l'étape de résolution. Ok, alors, la résolution. Lors de l'étape de résolution, tous les éléments qui influent sur le combat sont pris en compte et résolus, y compris les effets des personnalités, compagnons et titres relatifs au combat. Premièrement, tous les héros impliqués dans le combat résolvent les effets déclenchés par leur piste d'échecs. D'accord, c'est d'abord ici, et ensuite on s'intéresse au bonus. Alors, effet de la piste d'échecs, c'est en fonction du nombre de pions attribués aux emplacements runiques. Deuxième point, tous les héros impliqués dans le combat peuvent éventuellement résoudre dans l'ordre de leur choix les effets de leurs compétences et de leurs prouesses, attaque rapide, comme celui-ci par exemple. Félérion, s'il avait 4 points de chronique, pourrait faire rapidement une dépense de 2 points de chronique. Une attaque de 1 héros au choix inflige 3 dégâts. Bim, il inflige 3 dégâts à l'ennemi. Parce que c'est rapide. Ok. Décaler ses prouesses légèrement vers le bas pour indiquer qu'elles ont été utilisées. Additionnez les points de combat de chacune de vos attaques activées et soustrayez le total de défense de l'ennemi. L'ennemi subit 1 point de dégâts pour chaque frappe restante. D'accord. Alors, en premier, on fait ça. Ensuite, on fait les déclenchements rapides. Après, on additionne les frappes que l'on soustrait à la valeur de défense et ça indique la différence, indique le nombre de dégâts. Ok. Alors, c'est bien, c'est nous qui agissons avant les ennemis parce que le 3e point dans la résolution, résolvez les attaques de tous les ennemis présents dans la région. En révélant, ah oui, alors ça, faut pas oublier, en révélant une carte ennemie, oh, plus 3, et on mélange le paquet. Chiotte. Et c'est une carte pour chacun des ennemis, hein, c'est pas par groupe. Si plusieurs ennemis sont présents, les joueurs choisissent, sauf indication contraire, l'ordre de leur résolution. Les boss attaquent en fonction du nombre de héros en jeu, et leurs attaques sont résolues en séquence l'une après l'autre. Alors, pour chaque attaque de l'ennemi, choisissez un héros qui va défendre. Révélez la première carte du paquet d'attaque. Le total des dégâts est déterminé par leurs caractéristiques auxquelles on ajoute le modificateur de la carte. Si cette carte active une des capacités de l'ennemi, résolvez également celle-ci. Alors ça peut être le cas, pas avec un 0, mais voilà, ça c'est la capacité. Alors une ou deux, je ne sais plus trop, mais c'est facile à retrouver. On vérifie s'il y a Boboon qui veut rentrer. Non. Elle passe son chemin, elle change de région pour aller voir le point d'intérêt croquette en F. Ok, donc ça c'est à bien faire dans l'ordre, hein.
Piocher pour chaque ennemi. On choisit le héros qui va subir l'attaque. Ok. Et ensuite, le héros qui défend contre l'attaque peut utiliser des compétences actives, donc des compétences actives, ouais. Il peut également utiliser des prouesses de parade. Faites le total des valeurs de l'attaque ennemie et soustrayez le total de défense du héros. Et la différence, rebelote, a un impact sur notre perte de points de vie. Ensuite, ils disent il ne participe plus ni au combat ni au round en cours et doit résoudre les effets de la carte héros vaincu dans la zone des histoires du plateau d'aventure. Ah oui, ça c'est dans le cas où la santé du héros tombe à 0. Alors ensuite, on défausse la carte attaque de l'ennemi et on forme une pile commune. Ouais. Tous les héros impliqués dans le combat peuvent résoudre les effets de leurs prouesses d'attaque et de compétences en décalant les cartes légèrement vers le bas. Ah ouais, donc allez, on y va, il faut encore de la place. Pour indiquer qu'elles ont été utilisées. Pour chaque attaque activée, faites le total des dégâts, soustrayez le total de défense de l'ennemi et on applique les points de dégâts éventuels. Tous les héros impliqués dans un combat peuvent utiliser leurs objets actifs. Une fois le combat terminé, les joueurs remettent leurs runes dans le sac, les cartes prouesses révélées, alors remettent leurs runes, mais toutes les runes. Bah oui, puisque à chaque fois on va redémarrer sur une pioche vierge. Ok, ensuite les cartes. Les cartes prouesses révélées sont empilées dans l'emplacement de défausse. Place visible pour bien se rappeler que c'est la défausse. À tout moment du combat, si un ennemi a subi un montant de dégâts supérieur à sa santé, il est vaincu. Enfin supérieur ou égal. On retire sa figurine ou son pion, il ne participe plus au combat. Un combat se termine immédiatement quand il n'y a plus d'ennemis dans la région. Les ennemis qui n'ont pas été vaincus restent et ne pourront être combattus que lors de la phase d'engagement suivante. Ah oui, d'accord, donc on ne fait qu'une phase d'engagement par round. On ne réinitialise pas notre plateau joueur pour refaire un engagement. C'est ce que je comprends. Une fois qu'une région a été libérée de tout ennemi, chaque héros impliqué dans le combat gagne un point d'expérience. Alors c'est pas un point d'expérience par ennemi vaincu, hein, c'est un point d'expérience pour le combat remporté. Alors, au début de l'étape de la résolution, Mailing résout les effets déclenchés par sa piste d'échecs. Sa piste étant pleine, il doit déclencher tous les effets négatifs. Ah oui, d'accord, de sa piste de statut. Pour le reste du combat, il subit -1 dégâts et -1. Non, oui, c'est ça. En attaque, il subit -1 d'attaque et -1 en défense. Grâce à l'effet de son titre, il ne perd pas de santé de son statut permanent. Sa carte héros étant épuisée, il en déclenche également l'effet d'échec et défausse son pion bonus de santé. Alors ça, il va y avoir pas mal de points à vérifier pour la résolution. La question c'est est-ce que les combats vont être rapides ou pas? Avec l'habitude, ça peut tourner plutôt pas mal. Ce qui est vraiment plaisant, c'est que, je l'ai déjà évoqué, on n'est pas sur du placement de dés, mais sur du placement de pions, de runes. Donc c'est sympa aussi.
Euh, Reste à voir si ça va être ultra compliqué. Ah, je fais une petite pause. Voilà. Alors, bah, la question c'était, oui, est-ce que les combats vont être rapides ou pas? Mais ils sont quand même assez intéressants. Combien on a de cartes prouesses à chaque fois? Ah la vache! Ah mais oui, on n'en a pas beaucoup, donc on va mélanger très souvent la pioche. Plouch. Si on fait ça, j'en révèle non pas une, non pas deux, mais trois, et voire même quatre. Ok, par contre, c'est pas dégueulasse, hein, c'est quand même trois de frappe là. C'est correct. Mhm. Bon, c'est à voir, mais c'est une nouvelle mécanique, ma foi, que je n'ai encore jamais vue dans les jeux. Donc c'est assez sympa. Au purée. Ça, c'est cool par contre, puisque le combat étant visiblement un très gros morceau du jeu, ils ont pris le temps de bien nous donner des exemples. Alors, Mailing utilise ensuite ses attaques rapides, donc mot-clé rapide, et ses compétences. Il commence par le tir éclair, inflige 2 dégâts à l'ennemi. Il perd 1 à cause de l'application de son malus. L'ennemi ayant 0 en défense, c'est suffisant pour le vaincre. Et donc le jeton qui était sur la face, 2 points d'exclamation, est retourné face point d'exclamation, puisqu'on considère qu'un ennemi est tombé. Après, il active concentration 1. Ça lui fait gagner plus 1 d'attaque et le statut moins 1 de défense. Il place les pions sur sa piste échec. Ah ouais, ok. Et le pion statut négatif, le plus à droite. Le pion est défaussé. Il décide de placer d'abord le nouveau moins 1 en défense, puis le plus 1 d'attaque, afin que le statut négatif soit éjecté de la piste en premier. Ah mais oui, c'est vrai qu'on a un effet de... Ah non, c'est là. C'est là. On a un effet de glissement. Mailing révèle à présent la carte attaque de l'ennemi pour l'ennemi seul. Il s'agit d'un plus 0 qui déclenche la capacité du garde gagner, enfin ça fait gagner un jeton obscurité à Mailing. La capacité donnerait une rune obscurité à Mailing. Le héros décide d'activer sa carte compagnon buffle. À la vache, les combos de ses morts. Ah ouais, empêchant ainsi le déclenchement de la capacité. Alors qu'est-ce qu'il fait le buffle? Une fois par aventure, les ennemis n'activent pas leur capacité au cours de ce combat. Donc ça vient contrer l'activation de la capacité du garde. Waouh! Étant donné que Mailing n'a pas gagné de santé au cours du combat et qu'il ne possède pas 3 points de chronique à dépenser, son compagnon Wultefisk ne lui sera d'aucune aide pour ce combat. Le compagnon Wultefisk qui est quelque part. Où est-ce qu'on l'a vu? Ah, ici. Le compagnon Wultefisk. Pour l'activer, il aurait fallu qu'il dépense 3 points de chronique. Ok. L'ennemi attaque avec 3 dégâts. Mailing en annule 1 avec sa carte esquive, car il perd un bouclier à cause de son statut négatif, et donc au final il perd 2 de santé. On révèle ensuite la carte pour l'autre monstre. C'est un échec. Mailing ne subit aucun dégât. Le joueur prend la défausse des attaques ennemies à laquelle il ajoute la carte révélée. On mélange le tout. Mailing ne dispose plus d'aucune compétence ou d'attaque à activer, mais une personnalité située dans la région possède un effet d'attaque. Le joueur active cet effet en retournant le pion personnalité sur sa face noir et blanc. Il inflige 2 dégâts à l'ennemi, à l'autre ennemi qui est vaincu. Ah oui, d'accord. Mungan, le nain.
En attaque, un héros inflige 2 dégâts. Pim. Ça veut dire que il va falloir être très très vigilant sur les cartes, les pistes, savoir bien dans quel ordre on déclenche les effets. Pouf, 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 pouf. Alors oui, je comprends que si on est 2, 3, voire même 4 joueurs, là, c'est chaque phase d'attaque va prendre un petit peu de temps quand même. Ok, mais bon, ça c'est... Ah, j'allais dire c'est commun à tout ce genre de jeu. Non, 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 quand on est sur des jeux, bah, un des derniers, la Nova Etas Renaissance par exemple, où c'est du lancer de dés, on check nos bonus selon les cartes que l'on possède, c'est quand même beaucoup plus rapide. Là, c'est mécanique différente, donc bah, plaisir de jouer différent, forcément. Alors ensuite, Maeling peut maintenant utiliser son objet actif. Il perd 2 points de chronique pour vaincre le dernier monstre restant. Maeling ne dispose d'aucun autre objet. Si cela n'avait pas été le cas, la carte piège de rôdeur aurait été placée au bas du paquet objet et un nouvel objet aurait pris sa place. Ah oui, le combat est désormais terminé. Maeling a vaincu tous les ennemis situés dans la région et gagne un point d'expérience. Et donc son nouveau plateau joueur est comme ça. Il a perdu des points, il n'a pas défaussé son objet, il a baissé ses cartes utilisées pendant le combat et il a son point d'XP. Il a tourné son compagnon utilisé de façon à préciser qu'il a été utilisé. Ok. Alors, après, on a la résolution d'événements. On se rappelle que par rapport à la phase d'engagement, ou bien on combat des ennemis et on active les personnalités dans la région, ou alors on va aller chercher une carte événement. Ok. Ça, on peut l'enlever. Alors, piocher et résolver une carte événement pour chaque région dénuée d'ennemis qui abrite au moins un héros ne se trouvant pas sur un navire. Si l'événement contient un effet relatif au héros, tous les héros de la région doivent le résoudre. Si l'événement contient un effet de jeu, comme le déplacement d'ennemis munis du symbole flèche, ne le résolvez qu'une fois pour tout le groupe. À présent que le combat de Maeling est terminé, les joueurs choisissent de passer à la phase d'engagement de Bria. Elle pioche un événement qu'elle entreprend de résoudre. La carte active tous les ennemis qui possèdent une flèche. Le drogre et son pion supplémentaire se déplacent de une région en direction du héros le plus proche, Bria, Maeling et Didana, se trouvant à égale distance, et l'ennemi ne pouvant pas franchir les frontières maritimes, les joueurs décident de l'envoyer en filge, étant donné que Maeling a déjà résolu son combat et qu'il est désormais prêt à interagir avec le point d'intérêt. Ce qu'il ne pourrait plus faire si un ennemi rentrait dans sa région. Ok. C'est maintenant au tour de Volgre de piocher et de résoudre une carte événement. Il révèle une carte présentant un test de force 3. Il pioche 7 runes dans son sac, et là c'est rappelé ici, hein, pour la résolution d'un test, on pioche 7 fois une rune. Tchou, 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 tchou. Volgre pioche 3 feux, 2 obscurités de nature. Il réussit le test et gagne un point de chronique. Il remet les runes dans le sac. Parce que si le test est une réussite, on gagne des points de chronique. Ok. Et après la phase d'engagement, on a la phase d'exploration. Pendant la phase d'exploration, les héros peuvent interagir avec les lieux sous pochette du plateau et ou les points d'intérêt situés dans leur région, du moment qu'aucun ennemi ne s'y trouve. Sautez cette phase dans les régions occupées par l'ennemi. Alors,
Interaction avec les lieux. Et là, ça se passe ici. Pour interagir avec un lieu, consultez son effet sur sa carte et remplissez-en toute éventuelle condition préalable afin de l'activer. Tous les héros présents peuvent bénéficier de l'effet du lieu du moment qu'ils peuvent individuellement en remplir les éventuelles conditions préalables. Alors, les effets de lieu, ce sont les effets que l'on retrouve sur le plateau histoire, hein. Je crois que c'est bien cela. Alors, par exemple, Volgre se trouve dans une région qui contient le lieu cité de Maniord. Où est-ce qu'elle est, la cité de Maniord? Elle est là. Tac. Avec lequel il souhaite interagir. Mhm. Il perd 2 points de chronique pour gagner une rune de feu. Il prend le pion dans la réserve et l'ajoute à son sac runique. Volgre aurait également récupéré sa carte héros si celle-ci avait été épuisée. Ah, mais oui, mais c'est une interaction par rapport au texte de la cité de Maniord. Donc, si il est épuisé, non seulement il remet sa carte sur sa face normale, et il peut dépenser 2 points de chronique pour gagner une rune de feu à mettre dans son sac. Et là, on a bien un point qui sépare les deux effets. Ok. Ouais, bah c'est ultra, ultra simple. Important. Si c'est au héros de décider s'il souhaite ou non interagir avec un lieu pendant l'exploration, tous les lieux ne proposent pas cette option. Les lieux dotés de l'effet obligatoire, généralement ceux qui handicapent, doivent être activés. Ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Les lieux pourvus d'effets programmés, alors ça c'est avec un sablier, ne peuvent pas être activés pendant la phase d'exploration. On se rappelle que l'effet de sablier a deux positions, le sablier avec le sable en haut ou le sable en bas. Interaction avec les points d'intérêt. Pour Félarion, lors d'une interaction avec un point d'intérêt, consultez la fenêtre du plateau des points d'intérêt. Alors là, je vous ai dit une bêtise avec Volgre. Le lieu, c'est le lieu du plateau monde. Les points d'intérêt, c'est la carte que l'on va avoir dans le plateau histoire. Sur le plateau du monde. Aussi. Appliquez les instructions qui s'y trouvent et lisez l'entrée du livre de saga indiqué. Les points d'intérêt ordinaires ne sont défaussés que sur requête du livre, sauf indication contraire, les pions points d'intérêt liés à un ennemi sont immédiatement défaussés lorsqu'un héros interagit avec eux. Ouais, ça on l'avait vu au début de la vidéo. En exemple, on a un paragraphe. Tous les ennemis situés en marge ayant été vaincus, Mailing peut interagir avec le point d'intérêt D. Le pion est défaussé, Mailing revient vers le livre des sagas et lit l'entrée indiquée dans les instructions du point d'intérêt. Il doit ensuite suivre les instructions et les embranchements du livre jusqu'à révéler un nouveau point d'intérêt ou qu'il ne reçoive plus aucune instruction supplémentaire. Donc, normalement, il n'y a pas d'effet bloquant dans le jeu, hein, si tout est bien goupillé. Si on n'a plus d'indication, eh bien on reprend les phases normales. Ok. Ce qui nous amène à... On change de catégorie. Et là, on va parler des plans d'aventure. Alors, les plans d'aventure, bah, à la limite, on sait ce que c'est, hein. Ce sont les planches A4. On en a deux.
dans la boîte de base. Il y a une planche qui est recto verso et l'autre où il n'y a qu'un seul plan, puisque le verso de la deuxième planche, c'est un dessin. Alors, le plan d'aventure sont des mini-plateaux utilisés dans certaines aventures afin de représenter le lieu exploré par les héros. Les plans sont divisés en cases, chacune associée à une entrée du livre. Ah oui, d'accord, la numérotation, là, c'est dans le livre des sagas. Quand le livre demande au joueur d'utiliser un plan, prenez l'élément correspondant, placez-le face visible. Le livre détermine la case de départ des héros, à partir de laquelle ils vont lancer leur exploration. Sur le plan d'aventure, le groupe ne peut pas se séparer. Placez les figurines de tous les héros dans la région qui a révélé le plan, sans perdre de santé si elle quitte une région occupée par un ennemi. Ah oui, ça c'est important. Si on... Ah oui, c'est pas comme si on quittait une région avec des ennemis dedans. Le fait d'aller sur un plan ne nous fera pas perdre de santé. Ok. Placez le pion groupe dans la case de départ indiquée sur le plan d'aventure et utilisez-le pour suivre la position du groupe sur le plan. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment un autre plateau de jeu, quoi, parce que pendant la phase de voyage, après on reprend les phases normales. Donc phase de voyage, on progresse sur le plan en bougeant le pion groupe. Pendant la phase d'engagement, aucun événement n'est pioché. Si le groupe se trouve sur une case dénuée d'ennemis, les joueurs sautent la phase d'engagement et on passe à l'exploration. Et pendant l'exploration, on va lire l'entrée qui correspond au nouveau numéro. Les autres phases de jeu se déroulent normalement. Donc on peut rencontrer des ennemis aussi sur le plan. Tout au long de l'aventure, des pions dégagés sont placés dans les cases du plan d'aventure pour indiquer que l'endroit a été sécurisé et que les héros peuvent désormais s'y rendre sans avoir à lire l'entrée correspondante. Oui, 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 oui. Les pions dégagés. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont là. Donc on pourrait avoir un pion bloqué. Ici, c'est bloqué. On lit l'entrée, on résout le nécessaire, un combat ou autre. Et après, on peut placer le pion sur dégager pour penser à ne pas retourner dans le livre des sagas puisqu'on a résolu la zone. D'accord. Les pions bloqués sont placés dans certaines cases du plan pour indiquer que les héros ne peuvent plus s'y rendre. Ah, pardon, c'est ok. Ça, c'est vraiment pour dire, là maintenant c'est fini, terminé, on ne peut plus aller à tel ou tel endroit. Sauf indication contraire, tout point d'intérêt révélé en jouant sur le plan d'aventure est directement placé dans la case du dit plan. Là, ça ne vient plus sur le plateau histoire. Ok, donc c'est une nouvelle mécanique et une nouvelle façon d'interagir dans l'aventure qui peut être aussi intéressant parce que ça va casser peut-être la redondance de ce qui va se passer sur le plateau. En même temps, on a dans le livre des sagas 20 histoires et 3 plans d'aventure. Et est-ce qu'au fil de la campagne, on va revenir sur un plan d'aventure qui a déjà été révélé? Peut-être. Bon, on va s'intéresser au gain de niveau avec les combats. Ça, c'est intéressant. Alors là, en aventure normale, je ne suis plus censé avoir des cartes révélées puisque c'est que en combat. Donc on est comme ça. J'ai des points de chronique. Allez, j'ai que 4 points de vie, mais je suis passé à 8 points de chronique que j'ai voulu absolument conserver.
Les héros gagnent en niveau en obtenant des versions supérieures de leur prouesse. Ah, ça fait plusieurs fois où je vois des petits mots qui manquent. Les héros gagnent en niveau en obtenant des versions supérieures leur prouesse. Lorsqu'ils obtiennent 3 points d'expérience, un héros doit. Ah, c'est pas un héros peu. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de jetons points d'expérience. Et voilà. C'est doit, donc une obligation. On doit défausser les 3 points d'XP. On pioche les 3 premières cartes d'amélioration. Bah oui, une par point d'XP. Ce qui nous amène à débloquer ou bien une compétence de niveau 1 ou bien à aller améliorer des compétences en niveau 2. On choisit une prouesse. Donc si on augmente, bah, on remplace. OK. La prouesse de valeur inférieure, ah bah c'est la même, tiens, ça tombe bien. Je décide d'augmenter le Bardi de bataille niveau 1, je le passe en niveau 2. On remet dans la boîte la version niveau 1 et on mélange ensuite le nouveau paquet prouesse. Alors, choisir une des 2 cartes restantes et la placer au sommet de son paquet améliore. Ah oui, c'est vrai. Et là, c'est important d'avoir de la mémoire parce que je pourrais dire la prochaine fois, ça m'intéresse d'augmenter la balade des braves, ça va aller sur le dessus du paquet. Et celle qui ne m'intéresse pas, je la mets en dessous. Ce paquet-là n'est jamais mélangé par contre. Bon, après, si on n'a pas de mémoire, il suffit de faire ça, hein. Ah oui, c'est vrai. Ok. Alors attention. Puis mettre l'autre carte au bas du paquet avant les 2 prouesses ultimes si elles sont présentes. C'est vrai qu'on pourrait avoir les... Ah ouais, sonate ultime. Donc ça vient là. On met la défausse, mais comme ça. Lorsqu'un héros a amélioré toutes ses prouesses de niveau 1, il peut également choisir une carte prouesse ultime. Oui, c'est vrai, ça on l'avait vu. Alors, pour l'instant, je récupère celle-ci. Celle-ci retourne là. Ouais, dès qu'on n'a plus de prouesse niveau 1, on peut aller chercher une ultime. L'autre prouesse ultime est retirée du jeu. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est pas mal ça. On choisit laquelle on va déverrouiller en fonction de notre affinité avec ce que ça nous donne. Et puis l'autre, on la dégage. Alors, ça va pas faire une rejouabilité là-dessus, hein. Mais bon, c'est un choix qui est sympa à faire. Alors, lors des rounds suivants, Mei Ling a gagné 2 points d'expérience. Il doit dès lors améliorer une de ses prouesses. Il pioche les 3 premières cartes. Esquive 2, tir incapacitant 2 et tir puissant 2. Il décide d'améliorer le tir puissant, remet la carte 1 dans la boîte. Il ajoute ensuite tir puissant 2 à son paquet prouesse qu'il remélange. Enfin, il choisit de placer l'esquive 2 au sommet du paquet, amélioration et tir incapacitant au bas. Tout bêtement, très bon choix Mei Ling. Oh mon dieu. Héros vaincu. Que se passe-t-il lorsque notre santé arrive à 0? Ça, c'est pas censé être de ce côté-là, puisque quand on va piocher pour les combats, on est comme ça. Donc notre santé arrive à 0, patatras. Le héros est vaincu lorsque sa santé tombe à 0. Il ne participe plus au round en cours au début du round suivant. Il revient en jeu avec 6 de santé, quelle que soit sa santé maximale. Si son paquet prouesse ne contient pas encore de cartes weird, il doit en ajouter une au hasard et mélanger son paquet. Alors les cartes weird, ce sont les 4 cartes que
on nous a fait placer devant le paquet histoire lors de la mise en place. Voilà à quoi elles servent. En fait, c'est une pénalité. C'est pour ça qu'elles ont le même dos prouesse. Ah ben, c'est pas un malus, ça. C'est quoi ça? Si vous vainquez un ennemi, retirez cette carte du jeu. Ah, c'est même un bonus. Si on arrive à la remplir, on gagne 3 points de chronique. Ah bah c'est surprenant ça. Mais what? Alors, il doit l'ajouter au hasard, mélanger son paquet. Enfin, si la zone des histoires du plateau ne contient pas de carte obscurité, mettez-y la carte CS 156. Mhm. Ça, c'est le deuxième effet. Donc, premièrement, ah non, troisième effet. Premièrement, au round suivant, on monte à 6 de santé. Ensuite, on va choper une carte weird à mélanger là. Et enfin, si sur le plateau histoire, on n'a pas la carte 156, on la met. Alors, c'est peut-être la carte 156 qui a un effet négatif. Les cartes weird, elle est ajoutée au paquet prouesse lorsque celui-ci est vaincu. Si elle ne s'y trouve pas déjà, donc c'est pour ça on en a 4, puisque c'est jouable jusqu'à 4 héros. Chaque carte contient 3 emplacements runiques à remplir et fait gagner des points de chronique. Une carte weird est retirée du jeu et remise dans le présentoir dès que le héros a vaincu son premier ennemi dans un combat où la carte a été activée. Ok, donc bah, c'est très rare les jeux où finalement lorsque l'on est tombé, on revient avec un bonus. C'est étrange. Donc si on, de nouveau, au cours de la même aventure, on se retrouve encore à zéro, rebelote. On retourne chercher la carte. On ne replacera pas par contre la carte 156, à moins que il y ait un effet qui l'enlève pour qu'elle revienne. Alors machinalement, j'ai tendance à me dire, mais, est-ce que c'est pas le jeu ne devient pas trop facile? Dit le gars qui râle envers les jeux punitifs. Là, pour le coup, ça me paraît, bah, c'est un super bonus, hein. Donc, on serait sur un jeu qui est principalement axé sur la narration. Et tous les à côté des combats, c'est histoire d'agrémenter puis de pimenter notre histoire. Je le verrai comme ça. La fin d'aventure. Pour sauvegarder votre partie. Bon, là, ça me concerne pas vraiment parce que moi, tant que j'y joue, je le laisse déballer. Donc, chacun sa méthode pour aller faire sa sauvegarde. Sur le principe, toutes les runes surnuméraires du sac, on les enlève. Ah, d'accord. On prend les pions points d'XP, on les met dans le sac. Ok. Tous les pions restants et toutes les figurines dans la boîte. Les cartes ennemies classées par numéro dans le présentoir histoire. Ok. On récupère les cartes héros dans l'ordre. Paquet prouesse, titre, compagnon, bref, on se fait un petit paquet. On retire la fiche d'aventure du plateau. Ah pardon, j'étais en train de vous dire du caca là. On parle pas d'une sauvegarde parce que on met en pause le jeu, on parle de la fin d'une aventure parce qu'on l'a résolue. Ah, mais c'est important. Donc, on réinitialise notre sac. On conserve nos points d'XP. Ok, donc d'une aventure à l'autre, on garde les points d'expérience. On reclasse toutes les cartes ennemies. Oula, j'en bave de joie. Les cartes héros dans l'ordre. Tac, tac, tac. Ok, on retire la fiche aventure. Bah oui, puisqu'on va démarrer une nouvelle. On range les plans d'aventure, donc les deux planches A4 si nécessaire. Ah, si nécessaire. Si ça se trouve, le plan d'aventure pourrait resservir la prochaine fois.
Le plateau des points d'intérêt et fiches d'aventure dans la boîte, d'accord. Sauf indication contraire, ou des effets programmés, conservez toutes les autres cartes dans leur pochette des plateaux monde et aventure. Donc, éventuellement, à la fin d'une aventure, on a déverrouillé de nouvelles cartes du plateau monde, on les conserve. Idem pour le plateau des histoires. Pliez les plateaux, rangez-les dans la boîte. Lorsque vous jouerez votre prochaine aventure, suivez les règles de mise en place de base sans avoir à préparer le sac runique et suivez les règles de la mise en place d'une partie en cours. Ce qui nous amène à, après la succession des aventures, la fin de la campagne dans quelques heures. Une fois la campagne achevée, suivez les étapes habituelles de fin d'aventure en appliquant les modifications suivantes. Prenez toutes les cartes histoire en jeu sous pochette sur le plateau du monde et d'aventure en possession des héros. Remettez-les dans le présentoir histoire classé. Classez les cartes des héros dans leur ordre d'origine. Cartes héros, les prouesses, les objets de classe, les prouesses de classe, en suivant l'ordre des niveaux 1, 2, ultime légendaire, donc comme quand on en a fait le déballage. Videz les sacs runiques, rangez les pions XP et runes dans la boîte. Oui, on range quoi, en quelque sorte. Ok. Bon, avant d'en arriver là, il faut déjà en passer par tout un tas de péripéties. La variante sur le jeu en solo. Alors comment il résonne un jeu en solo? Lors de la mise en place, choisissez un héros autre que le vôtre qui sera votre acolyte. D'accord, donc on joue tout seul mais avec un compagnon. Prenez sa figurine, sa carte de héros et 4 cartes prouesses de niveau 1. 2 relatives au héros, 2 liées à sa classe, portant le symbole Schmeul. Ah oui, il nous avait averti, ok, que sur certaines cartes, on avait ce symbole jeu en solo. Donc si je joue en solo, mon personnage principal c'est Félarion, et que je veux lui adjoindre Maeling, je vais aller... Ah ouais, ça va, il y a du choix. Ok, toutes les cartes qui portent le symbole jouabilité en solo, je les sélectionne. Voilà, alors ça veut dire que légendaire, non. Tiret clair niveau 2, non. Alors quand je dis non, c'est-à-dire on ne démarre pas avec. Pistage 2, incapacitant 2. Pistage 1, incapacitant 1. Donc son paquet, en fait, 1, 2, 3, 4, on serait comme ça. Le reste, on ne les prendrait pas. 4 cartes prouesses de niveau 1. Ok. Alors, 2 liées au héros et 2 liées à sa classe. C'est bien ça. Placez la figurine sur le plateau du monde dans la région de départ de l'aventure. Bah oui, avec nous. Placez la carte héros de l'acolyte à côté du tableau de bord de votre propre héros. Donc, dans ce cas de figure, on serait plutôt comme ça. Je suis accompagné de Maeling. Intéressant. J'ai mon plateau joueur et je ne suis accompagné que d'un compagnon. Alors, j'allais dire sous-fifre. Non. Non, 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 non. On est comme ça. Ensuite, améliorez une prouesse de votre acolyte pour chaque aventure terminée.
Les quêtes annexes ne comptent pas. Commencez par les prouesses de niveau 1. Placez-les sous sa carte. On n'utilise pas les points d'expérience pour améliorer les prouesses de l'acolyte. Une fois que toutes les prouesses de niveau 1 ont été améliorées au niveau 2, donc au bout de 4 aventures, passez ensuite au niveau légendaire. Les acolytes n'utilisent pas leurs prouesses ultimes. D'accord, donc il y a moins de gestion en fait. Attribuer une rune de la réserve à chaque emplacement simple des cartes prouesses de l'acolyte. Ah d'accord, alors ça veut dire qu'on est tout le temps comme ça plutôt. Elles sont systématiquement dévoilées en soutien. Attribuer une rune de la réserve à chaque emplacement simple. Chaque emplacement simple. Donc, nature, c'est simple. Vent, simple. Et feu. Ah bah, et encore nature. Voilà comment on serait. Une fois tous les emplacements simples remplis, faites la même chose pour les emplacements doubles. Pour chaque prouesse, utilisez si possible des types de runes différents de ce que vous avez déjà placé sur sa carte. Dans le cas contraire, choisissez une des couleurs requises. D'accord. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Peut-être pour en laisser plus dans la réserve. Donc là, si je mets un feu, ici je place une eau. Et là, si j'ai un vent, je place une nature. Donc on démarre avec toutes ces prouesses remplies. Ajoutez l'objet de départ de votre acolyte à votre paquet objet. Ah d'accord. Donc en dessous là. À partir de la deuxième aventure, prenez la moitié des objets et des titres, arrondissez au supérieur et placez-les dans leur emplacement respectif du tableau de bord. Mhm. Alors, dans leur emplacement respectif du tableau de bord, les objets et titres restants sont disposés à côté du tableau de bord en une pile face visible que vous pouvez consulter si l'aventure vérifie la présence de certains de ces éléments. Bon, là je l'ai lu un peu à l'arrache, c'est un peu obscur, mais il faut faire ça. Prenez la moitié des objets et des titres, placez-les dans leur emplacement respectif du tableau de bord. Donc les objets et les titres. Ok. Les objets et titres restants sont disposés à côté du tableau de bord en une pile face visible. Ok. Ouais, c'est parce qu'on joue en solo, donc ça nous donne un bonus, quoi. Mhm. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour la règle en solo? Oui, on a de... Oh la vache. Ok, alors on va finir ça. D'abord, avant que j'oublie, en fait, l'option jouable en solo, ça permet quoi? De jouer différemment, certes, mais, il y a peut-être moins de manipulation que si on joue en solo avec deux héros directement. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Alors, exemple, Félérion, bah, ça tombe bien. Félérion joue une partie en solo. Il a déjà terminé 3 aventures. Il choisit Lidana en tant qu'acolyte et améliore 3 de ses cartes prouesses, puisque 3 aventures passées. Le joueur prend des pions runes qu'il attribue à chaque emplacement simple. Ok, bam 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 bam, bam 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 bam. D'accord. L'acolyte reste en permanence aux côtés du héros. L'un et l'autre ne peuvent pas être séparés. Quand un héros voyage, les deux figurines se déplacent de concert. Lors de la résolution d'un combat, en plus de ses propres prouesses,
Le joueur peut également utiliser une prouesse de son acolyte comme s'il s'agissait de l'une des siennes. Oui, c'est vraiment un soutien. Cependant, une prouesse d'acolyte ne peut être utilisée que si le nombre de runes attribuées à ces emplacements est supérieur ou égal à celui de toutes ses autres prouesses. Le nombre de runes est supérieur ou égal à celui de toutes ses autres prouesses. Mais c'est pas. Non, je comprends pas. Va falloir un exemple, hein. Décalez la prouesse vers le bas pour signifier qu'elle a été utilisée. Puis prenez une des runes attribuées à ces emplacements, placez-la sur la carte de l'acolyte. À la fin du combat, plutôt que de retirer les runes et ensuite défausser les cartes, contentez-vous de remettre les prouesses utilisées en position active en les remontant légèrement. Une fois que toutes les runes ont été retirées d'une carte, la prouesse peut encore être utilisée une dernière fois. Elle est ensuite retournée face cachée, ne peut plus être utilisée. Ah d'accord. Ah ouais. Donc au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'aventure avec l'acolyte et que l'on consomme ces runes, donc les prouesses, on va se retrouver avec de moins en moins d'options. Donc on va finir quasiment tout seul, quoi. Ok. Une fois que toutes les runes ont été retirées, une dernière fois, on a 2 consommations de cartes avant le retrait. Quand le héros accomplit un test, si les runes placées sur les prouesses ou la carte de l'acolyte correspondent au type du test, elles peuvent être défaussées et remises dans la réserve pour contribuer à la réussite. Ok, donc les runes qui sont placées là pour un test avec le héros principal, on peut aller les chercher. Quand le héros perd un point de santé, le joueur peut à la place défausser une rune des prouesses ou de la carte héros de l'acolyte et la remettre dans la réserve. Ah ouais, carrément. L'acolyte permet au héros de disposer d'un autre effet d'épuisement. Quand le héros récupère, l'acolyte récupère également. Ouais, on est dans du bon bonus. Lorsque le livre des sagas vérifie la présence d'une classe spécifique, la classe de l'acolyte est prise en compte. De même que pour effectuer un test, on gagne un bonus ou, quand on subit une pénalité, on considère la classe de l'acolyte comme étant celle du héros. L'acolyte compte comme un héros pour déterminer les caractéristiques d'un boss, et bah oui. L'acolyte n'est pas pris en compte pour tout autre effet relatif au nombre de héros en jeu. Ok. L'acolyte ne peut pas gagner de carte statut, de points de chronique et de points de santé. Il ne gagne pas de runes ou il ne gagne pas de pions. D'accord, 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 d'accord. Alors, c'est une règle mode solo qui est vraiment sympa. Elle est bien pensée, je trouve. Moi, pour faire mes parties, ce n'est pas une règle que je vais utiliser parce que je jouerai à, je pense, 3 héros. 3 héros, ça me paraît pas être déconnant. D'ailleurs, j'ai lu ce matin, est-ce que je peux retrouver ça facilement? Si je fais ça sur YouTube, tout. Qui est-ce qui m'a dit ça? Julie Simo. Non, c'est pas Julie Simo. Ah zut. Bon bah désolé, je n'ai pas retrouvé, mais tu m'as dit que tu avais fait une partie à trois héros. Et ça, ouais, ce que j'en ai compris, c'est que c'était pas déconnant, quoi, de jouer à 3 héros. Surtout que, je rappelle que dans la boîte de base, on en a 6 de dispo. Donc, ça pourrait être sympa de faire Katli, Bria, Lidana, et puis après Volgre, Felerion et Maeling.
Pour peu que, au fur et à mesure de la première partie, on sente qu'il y ait une rejouabilité super, super fun à aller chercher. Alors, l'exemple là pour en finir avec notre acolyte. Lors d'un combat au début de l'étape de résolution, Lidina dispose de 2 runes attribuées à Silence et Force de Troll. Il s'agit par conséquent des 2 seules prouesses que Félérion va pouvoir utiliser dans l'immédiat. Fracas alchimique et Sang de Lidurm n'ayant chacun qu'une seule rune. Ok. Félérion choisit d'activer Silence. Désormais, il ne peut plus utiliser que Force du Troll. Dès que cette dernière prouesse aura été utilisée, elles redeviendront toutes disponibles car chacune possédera une rune. Ah oui, d'accord, on n'enlève qu'une rune et non pas les 2 runes quand on les consomme. Alors, cependant, une prouesse d'acolyte ne peut être utilisée que si le nombre de runes attribuées est supérieur ou égal à celui de toutes ces autres prouesses. Ouais, d'accord. On décale la carte vers le bas et prenez une des runes attribuées. Ok, voilà. Ça, c'est consommé. Second round de combat. Allez, je vais utiliser pistage. Cette fois-ci, j'enlève cette rune-là. Et c'est important éventuellement de sélectionner la rune qu'on enlève pour la première fois parce que pour des tests avec le personnage principal, on peut renforcer en allant récupérer celles qui sont défaussées sur l'acolyte. Après, j'utilise ça, on continue l'aventure, paf, paf, paf. Ah, j'ai tout épuisé, je remonte les cartes et je peux de nouveau aller les chercher, sauf que cette fois-ci, Plouch, mais c'est de la rune disponible pour les tests de Félérion. Au fur et à mesure, je les défausse. Ouais, ok. Eh ben, vraiment intéressant quand même, hein. Je maintiens, je maintiens, c'est cool. Oh, incroyable, page 30, bah oui, 34-35. On arrive à la fin. Ah ben j'ai pas vu le temps passer là. La vache, alors c'est normal parce que dans les bouquins de règles, hein, il y a toujours des chapitres et des paragraphes qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins impactants sur la façon dont ça nous projette sur le jeu. Et là, tout ce qu'on a lu dans cette dernière lecture et découverte, et ben, c'était assez fun. Alors, le glossaire. L'annulation, ça permet d'ignorer les faits indiqués. La défausse, bah on défausse, hein, ok, ouais, ouais, très bien. Échec, l'attaque de l'ennemi ou du héros n'a pas d'effet. Un épuisement, on retourne la fiche de héros sur sa carte épuisée. Et oui. Si le héros était déjà épuisé, rien ne se passe. Bon, ok. Gagner X éléments, classique. Un effet immédiat, il est rappelé là, c'est très bien. Infliger X dégâts. Ajouter X à une attaque active, ok. Alors, infliger plus ou infliger moins. Infliger. Ah ouais, on a du x2, enfin du x quelque chose. Du x3. Waouh, c'est peut-être sur les boss ça. Infliger le double de dégâts, infliger le triple de dégâts. Prédiser. Ça permet de révéler X cartes du paquet indiqué. Par exemple, prédisez 2 prouesses. Choisissez ensuite de placer chacune des cartes révélées soit au sommet, soit en dessous. Hmm. Alors ça aussi, c'est inspiré de peut-être Voyage en Terre du Milieu où pendant la première phase, on piochait des cartes et puis on les mettait ou en dessous ou au-dessus. Ça me le rappelle. Perdre X, eh ben on perd le nombre. Obligatoire, on n'a pas le choix. Rapidité, c'est forcément au début de l'étape de résolution. La récupération, c'est pour remettre son personnage sur sa face normale. Subir X, eh ben, on subit. Et après, on a la déclinaison de subir quelque chose en fois, x2, x3, en double, en triple.
Vainquez X ennemis, on les retire du plateau. X parade, on gagne le montant défini. Pareil pour X chronique, si on doit en perdre, si on doit en gagner. Ennemi élite, on rajoute le socle, enfin le jeton élite en dessous. Les pions ennemis, bah, c'est parce que c'est pas une figurine, mais les caractéristiques sont définies par le point d'intérêt. Ce symbole, ça déclenche les effets des statuts négatifs des héros, ainsi que l'effet échec de la carte si on est épuisé. Donc c'est quand on doit déclencher ça, on vient choper les pions négatifs ici, plus l'épuisement. En bleu, c'est tout pion statut positif. En rouge, tout pion statut négatif. Et l'un ou l'autre, tout pion statut positif comme négatif. Ok, glossaire, ok. Et puis après, on a le résumé qui va bien. Donc, intéressant de faire la photocopie couleur de cette page, la photocopie couleur de cette page. En plus, ce sera recto verso, plastification. Et c'est formidable. Ici, ça nous rappelle le déroulement du jeu. Alors, on commence l'aventure, on met le livre de côté, on passe sur les plateaux, on suit les phases les unes après les autres jusqu'à ce qu'on aille révéler un point d'intérêt. On rechoppe le bouquin d'aventure, on retourne aux phases de jeu, etc. Les phases de jeu dans l'ordre du plateau où elles apparaissent dans les pochettes. On choisit l'ordre d'activation pour les héros comme on veut. Les combats, c'est résumé, planification, résolution, ça m'a l'air assez clair. Et puis pour les tests, eh bien, ça nous rappelle les types de runes. Et même, on a le mémo pour la résolution d'un test. OK. Et puis les crédits qui sont là. Merci à Jordi Adam, Umberto Pignatelli, Marco Maggi et Francesco Nepitello. Donc c'est bien basé sur le système de jeu Legends conçu par des petits gars. Ah, M-Lang, ok. Il est encore là, lui. D'accord, d'accord. Et il y a un élément qu'il faudra que je rappelle quand je donnerai mon avis sur le jeu, c'est que, et ça j'ai oublié lors du déballage, je vois qu'on a quand même pas mal de testeurs. Et ça, moi, ça me fait bien plaisir quand je vois une tripotée de noms, ça a un côté sérieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 ou 21 testeurs. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça fait sérieux. Parfait. Alors, on en aura appris plein de choses. Pour conclure, je dirais que j'ai rien vu pour l'instant qui me faisait dire ah là là, ça me plaît pas, je vais faire une variante. Donc ça présage que du bon. Après, c'est en jouant où on se rend compte que bah, peut-être le principe des runes c'est trop galère, trop punitif. Donc on en enlève en runes obscures. Mais j'ai pas l'impression, bizarrement. Non, franchement, c'est pas mal. Alors, je vais pas m'enflammer parce qu'il n'y a qu'en jouant que l'on devient joueur, hein. Tout le monde sait ça. En tout cas, graphiquement, c'est top. Les personnages ont l'air suffisamment différents les uns des autres pour constituer un groupe intéressant. Je compte énormément, voire même beaucoup, sur l'aspect narratif que va nous proposer le livre des sagas pour nous faire vivre une aventure vraiment extra. Ben ça, on verra lorsque j'aurai fini les peintures. Alors, encore une fois, j'ai bien avancé sur ces ennemis-là. J'ai attaqué les archers gobelins. Il me restera
bah, les 6 héros, au moins les 3 premiers avec lesquels je démarrerai, et puis il restera bah, les 3 boss. Donc ça va, c'est pas une peinture qui va prendre beaucoup de temps. Le mémo à concevoir pour bien garder le fil des règles en tête. Et puis bah, après ça, ce sera rendez-vous sur le terrain pour, bah, pour jouer, pour découvrir du plaisir et du plaisir. Allez, je vous laisse là. J'espère que cette série a continué de vous plaire et surtout vous sert aussi bien qu'à moi pour rentrer, mais vraiment tout doucement, tranquillement dans le jeu avec les règles. Et puis, comme d'hab, hein, on se retrouve au plus vite pour vivre de fantastiques aventures. Salut, salut.